Ma mère m'a tendu un classeur pour sa fête, tu serviras et nettoieras. Ne nous fais pas honte. Ma sœur a ri de la main-d'œuvre gratuite. Alors j'ai annulé tous les prestataires et j'ai regardé le chaos se dérouler de loin. Quand tous ces invités sont arrivés pour ne rien trouver. Je m'appelle Evelyne, j'ai 32 ans, je suis une femme. Je vis dans une ville à 3 états de distance de la maison de mon enfance, dans un appartement tranquille que j'ai décoré moi-même, rempli de plantes et de livres. J'ai bâti une carrière à partir de rien en tant qu'organisatrice d'événements, un métier qui exige une attention méticuleuse aux détails, un calme à toute épreuve sous la pression et la capacité de gérer les attentes de dizaines de personnes à la fois. Je suis doué pour ça. Je suis organisé. Je suis efficace. Et je fais en sorte que de belles choses arrivent aux autres. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était mon but. Mais cette histoire ne concerne pas l'un de mes clients. Elle concerne l'événement que je n'ai jamais été engagé pour organiser, pour les clients qui n'ont jamais payé, et le jour où j'ai finalement décidé d'envoyer ma facture. Il s'agit du 40e anniversaire de mariage de mes parents et de la façon dont un classeur à 3 anneaux rempli d'exigences m'a finalement montré la différence entre le devoir familial et le travail non rémunéré. Avant que cette histoire ne se déroule, j'aimerais me connecter avec vous. S'il vous plaît, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre coin du monde. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. L'appel est arrivé un mardi matin, juste au moment où je finalisais le plan de table pour un gala de charité très en vue. L'identifiant de l'appelant affichait « Maman », et j'ai senti cette crispation familière et réflexe dans mon estomac. Ce n'était pas exactement de l'appréhension, mais plutôt la contraction d'un muscle avant un impact attendu. J'ai cliqué sur l'icône verte et j'ai pris ma voix joyeuse et compétente. « Salut, maman. Comment vas-tu ? Evelyne, ma chérie, comment ça ma mère, Louise ?» Sa voix un mélange suave de charme étudié et d'urgence sous-jacente. Tout n'est que chaos ici. Un chaos absolu. Je pouvais entendre le faible tintement de sa tasse de thé contre sa soucoupe, un son qui signifiait qu'elle était installée dans son fauteuil préféré, l'image même de la crise fabriquée de toutes pièces. Je l'imaginais parfaitement, les cheveux impeccablement coiffés, même à 10 heures du matin, ses yeux de décoratrice d'intérieur à la retraite balayant son salon impeccable à la recherche de la moindre particule de poussière qui oserait se déposer. Que se passe-t-il ? Demandai-je, connaissant déjà la réponse. C'était la même réponse depuis des années. Une fête à organiser, un parent à héberger, ou un événement majeur à l'horizon. L'anniversaire, bien sûr. Ton père et moi, 40 ans. Tu te rends compte, dit-elle, une question rhétorique qui exigeait une réponse enthousiaste. On dirait qu'hier encore, Gary traînait de la boue sur les tapis de ma mère. C'est merveilleux, maman. Un véritable jalon, dis-je, mon stylo griffonnant un motif floral sur un bloc-notes. Ça l'est, et il faut que ce soit parfait. Absolument parfait. Nous invitons tout le monde, sans t'inviter dans le jardin. Ça va être l'événement de la saison, déclara-t-elle. Et ma chérie, nous avons besoin de toi. Voilà. Pas, on adorerait ton aide, ou, serais-tu prête à, mais le simple et déclaratif, nous avons besoin de toi. C'était la pierre angulaire de notre relation, la signature verbale d'un contrat tacite que j'avais apparemment signé à la naissance. J'étais la responsable, l'organisatrice, celle qui arrangeait les choses. Ma sœur cadette, Megan, était la célébrée, celle qu'on louait pour le simple fait d'exister. Bien sûr, dis-je, les mots ayant un goût de cendre. Que as-tu en tête ? Oh, j'ai déjà tout prévu, dit-elle d'un air désinvolte. J'ai tout rassemblé dans un classeur pour toi. Ça te facilitera tellement la tâche. Quand peux-tu arriver ? La fête est dans une semaine, samedi. La désinvolture de la chose était à couper le souffle. Elle s'attendait à ce que j'abandonne toute ma vie, mon entreprise, mes clients, ma propre maison avec moins de 2 semaines de préavis pour organiser une fête pour 100 personnes. Mon propre gala de charité, sur lequel je travaillais depuis 6 mois, avait lieu le lendemain de sa fête. La logistique des allers-retours en avion, la gestion simultanée de 2 événements massifs, me donnait le vertige. Mais pour elle, ma carrière était un joli passe-temps, quelque chose qui pouvait être mis en pause à sa convenance. J'ai expliqué le conflit. Maman, j'ai le gala de l'hôpital pour enfants ce week-end. C'est un événement énorme. Je ne peux pas simplement partir. Un soupir, lourd et chargé de déception, parcourut la ligne téléphonique.
Evelyne, c'est ta famille. C'est pour ton père et moi. 40 ans. Ce gala a lieu tous les ans. Ils peuvent sûrement se débrouiller sans toi un jour ou deux. La culpabilité était une chose physique, une substance épaisse et sirupeuse se déversant dans mes veines. C'était sa plus grande arme, et elle la maniait avec une précision chirurgicale. Je vais voir ce que je peux faire, murmurai-je, une phrase qui, dans ma famille, signifiait « je me rends ». Merveilleux. Je savais que tu comprendrais ce qui est important, dit-elle, sa voix à nouveau vive. La crise était évitée. Le classeur attend. 3 jours plus tard, je me tenais dans le hall d'entrée immaculé de mes parents, un sac de voyage à mes pieds, et un sentiment de résignation là s'installant en moi. La maison était un monument à leur vie commune. Mon père, Gary, un architecte à la retraite, l'avait conçu lui-même. Chaque ligne était épurée, chaque espace intentionnel. Ma mère l'avait décoré dans des tons de crème et de gris doux, un endroit si parfait qu'il ressemblait plus à une page de magazine qu'à une maison. Mon père m'accueillit avec une brève étreinte maladroite. « C'est bien que tu sois venu, EV, dit-il, ses yeux déjà attirés par la chaîne de golf à la télévision dans le salon. C'était un homme qui avait construit sa vie en évitant les conflits, un observateur passif du drame domestique que sa femme mettait en scène. Ma sœur Megan descendit le grand escalier, téléphone à la main, le pouce défilant sans fin. À 28 ans, elle était une influenceuse à succès sur les réseaux sociaux, une carrière qui consistait à prendre de belles photos d'elle-même bien éclairées et à écrire des légendes sur l'authenticité. Elle vivait dans une suite d'invités au-dessus du garage, un arrangement temporaire qui s'était étiré sur sa 3e année. « Oh, salut, dit-elle, levant à peine les yeux. Maman est dans la véranda. Elle a ton manuel d'instruction. » J'ai trouvé ma mère à son bureau, un épais classeur blanc à 3 anneaux posé devant elle comme un texte sacré. « Evelyne, te voilà, dit-elle en se levant pour me faire un baiser sur la joue qui ressemblait plus à un transfert de propriété. Le voici. Tout ce dont tu auras besoin. Elle me tendit le classeur. Il était lourd. Je l'ouvris à la première page, tapé dans une police Sarah soignée, on pouvait lire les mots « Célébration du 40e anniversaire de Louise et Gary, une soirée d'élégance ». En dessous, dans l'écriture en boucle de ma mère, se trouvait mon nom, chef de projet, Evelyne. Je n'étais pas une invitée. Je n'étais même pas une fille qui aidait. J'étais une employée, non rémunérée. Le classeur était terrifiant de minutie. Il y avait des onglets pour le traiteur, les fleurs, l'animation, la décoration et le personnel. Sous chaque onglet se trouvaient des listes de ses exigences. Pour le traiteur, elle voulait un menu dégustation de 5 plats d'un restaurant étoilé au Michelin en ville, un bar à huîtres et une tour de champagne. Pour les fleurs, elle exigeait des pivoines, hors saison et astronomiquement chères, et une arche florale sur mesure pour l'entrée du jardin. L'animation devait être un quatuor à cordes en direct. L'onglet le plus glaçant était le dernier, tâche du jour J. C'était un emploi du temps minute par minute commençant à 6 heures du matin. Il listait mes tâches, superviser toutes les arrivées de prestataires, disposer les 100 couverts, accueillir les invités, diriger les serveurs engagés, gérer le bar, coordonner le timing des discours et, enfin, diriger le nettoyage post-événement. Mon nom figurait à côté de chaque item. Nulle part dans les plus de 100 pages de plan n'y avait-il un seul moment pour moi pour m'asseoir, manger, être une fille célébrant ses parents. Le contrat tacite avait été mis par écrit, relié et présenté comme un cadeau. C'était un manuel pour ma servitude. Et alors que je me tenais là, feuilletant page après page d'attente, je sentis un œuf froid et dur se former au creux de mon estomac. Ce n'était pas une demande d'aide. C'était une représentation sur commande. Le poids du classeur entre mes mains était plus que du simple papier et du plastique. C'était la manifestation physique de 32 ans d'attente. Alors que je me tenais dans la pièce inondée de soleil, l'odeur du produit à polir au citron de ma mère dans l'air, mon esprit revint en arrière, reliant ce moment à 1000 autres semblables. Cet héritage d'exigence n'était pas nouveau. C'était le fondement même de ma relation avec ma famille. Je me souviens de mon 10e anniversaire. J'avais voulu une simple fête au bowling local avec mes amis. Ma mère décida que c'était trop banal. À la place, elle orchestra un « Haïti » dans le jardin, invitant ses amis et leurs enfants impeccablement habillés et terriblement ennuyés. On m'ordonna de porter une robe à froufrou que je détestais et de faire passer des petits sandwichs sans croûte pendant que ma mère acceptait des compliments sur ça,
charmante fête. Ce n'était pas ma célébration. J'étais un accessoire dans sa production. Puis il y a eu le 16e anniversaire de Meghan. Elle voulait une fête gigantesque, dans le style « My Super Sweet 16 ». À cette époque, j'étais une adolescente avec un talent naissant pour l'organisation. Ma mère, reconnaissant ma compétence, me mit en charge. Pendant 2 mois, je passais mes après-midi après l'école et mes week-ends à réserver un DJ, à concevoir des invitations et à coordonner avec un traiteur. J'ai construit une arche de ballon dans notre allée jusqu'à ce que mes doigts soient à vif. Le soir de la fête, pendant que Meghan était célébrée et couverte de cadeaux, j'étais dans la cuisine à m'assurer que les traiteurs remplissaient le buffet et à indiquer aux gens où se trouvaient les toilettes. Quand une des amies de ma mère commenta à quel point tout était merveilleux, ma mère sourit et dit « Merci. J'essaie de rendre les choses spéciales pour mes filles. » Elle n'a jamais mentionné mon rôle. Je n'ai reçu aucun merci, aucune reconnaissance. Ma seule récompense fut la compréhension silencieuse et implicite que j'avais correctement accompli mon devoir. Ce schéma se répéta sans fin. Quand mon père prit sa retraite, j'ai organisé la fête. Quand mes grands-parents célébrèrent leur 50e anniversaire de mariage, j'ai coordonné le voyage et l'hébergement pour 2 douzaines de membres de la famille venant de tout le pays. Chaque Noël, Pâques et Thanksgiving, la responsabilité du repas, des décorations et du plan de table me revenait. Mes contributions n'étaient jamais présentées comme des faveurs ou des gentillesses. Elles étaient simplement attendues. Comme le lever du soleil. Toute tentative de fixer une limite était accueillie par un récit soigneusement élaboré de mon égoïsme. « Mais Evelyne, c'est pour la famille », disait ma mère, sa voix empreinte de déception. « Ne veux-tu pas que nous passions tous un bon moment ? Ta sœur est tellement stressée par ces choses », ajoutait mon père, sa façon de dire « ne fais pas de vagues ». Meghan, quant à elle, flottait dans la vie sur un nuage de subventions parentales et d'ignorance bienheureuse. Son rôle était d'être charmante, d'être belle, d'être l'étoile brillante de la famille. Pendant que j'apprenais à négocier avec les prestataires, elle apprenait quel filtre Instagram mettait le mieux en valeur ses pommettes. Elle voyait ma compétence non pas comme une compétence à admirer, mais comme ma fonction désignée. J'étais la régisseuse de la famille. Elle était l'actrice principale. Son seul travail était de se montrer et d'être belle. Un Noël, quelques années après avoir lancé ma propre entreprise d'organisation d'événements, j'ai fait une douce tentative pour professionnaliser notre arrangement. J'étais débordé de travail et je luttais pour joindre les 2 bouts. J'ai suggéré que pour l'énorme fête de Noël qu'ils prévoyaient, ils envisagent de m'embaucher à un tarif familial très réduit. Cela m'aiderait à justifier le temps que je prenais sur mes clients payants. La réaction fut un silence stupéfait suivi d'une indignation blessée. « T'embaucher » avait dit ma mère, posant une main sur son cœur comme si je l'avais blessée. « Evelyne, c'est ta maison de famille. On ne fait pas payer sa famille pour de l'aide. » « Mais c'est plus que de l'aide, maman, essayai-je d'expliquer. C'est un dîner pour 60 personnes. C'est ce que je fais dans la vie. C'est des semaines de travail. » Meghan avait ricané depuis le canapé, sans même lever les yeux de son téléphone. « Waouh. Alors, tout a un prix avec toi maintenant. C'est quoi la suite ? Tu vas envoyer une facture à papa pour la fête des pères ? » J'ai laissé tomber, bien sûr. La honte et la culpabilité qu'ils m'ont fait porter étaient trop lourdes à supporter. J'ai fait la fête gratuitement, comme je l'avais toujours fait. J'ai ravalé mon ressentiment et je me suis dit que c'était juste ce que les filles faisaient. Mais une graine d'amertume avait été plantée. Je voyais ma sœur recevoir un acompte pour une voiture de luxe comme cadeau, juste parce que, tandis qu'on me faisait honte de demander à être rémunéré pour mon travail professionnel. Le classeur entre mes mains n'était que le dernier chapitre de cette longue et épuisante saga. C'était la demande la plus audacieuse à ce jour. En feuilletant les pages, j'ai vu les prestataires que ma mère avait suggérés. C'étaient les professionnels les plus chers et les plus recherchés de l'État. Le traiteur qu'elle voulait avait une liste d'attente de 6 mois. Le fleuriste était un artiste d'avant-garde qui facturait une fortune. Le quatuor à cordes venait de l'orchestre symphonique de la ville. Elle avait des goûts de luxe, mais elle s'attendait à les satisfaire avec mon travail gratuit et mes relations professionnelles. Elle supposait que je pouvais simplement demander des faveurs, jouer de mes relations et faire de la magie, parce que c'est ce que je faisais toujours. J'ai levé les yeux du classeur et j'ai rencontré son regard plein d'attente. « C'est beaucoup, maman, dis-je, ma voix soigneusement neutre.
Eh bien, bien sûr, ma chérie. C'est la célébration de 40 ans de mariage. Il faut que ce soit magnifique, répondit-elle, comme si cela expliquait tout. J'ai déjà dit à tout le monde à quel point ça allait être merveilleux. Tu sais que je déteste décevoir. La partie non dite flottait dans l'air, et tu sais que je te blâmerai si quelque chose ne va pas. Mon père entra en tenant un journal. Tout va bien, demanda-t-il en voyant le classeur. Ah, les plans de bataille. Ta mère travaille là-dessus depuis des semaines. Je présente juste la vision à Evelyne, dit Louise. Elle s'occupera de l'exécution. L'exécution. Le mot semblait terriblement approprié. C'était l'exécution de mon temps, de mon énergie, de ma réputation professionnelle et de mon estime de soi déclinante. Megan apparut dans l'embrasure de la porte, un smoothie à la main. Vous parlez de la fête, demanda-t-elle en regardant le classeur. Mon Dieu, ça a l'air intense. Mieux vaut que ce soit toi que moi. Elle rit, un son léger et cristallin qui m'agaça les nerfs. Maman est en mode général en chef. Fais juste ce qu'elle dit. C'est plus simple comme ça. C'était la devise de la famille. C'est plus simple comme ça. Plus simple de laisser maman faire à sa guise. Plus simple de laisser Evelyne faire tout le travail. Plus simple de maintenir la paix dysfonctionnelle que d'avoir les conversations difficiles. Pendant des années, j'avais convenu que c'était plus simple. Mais alors que je me tenais là, piégé entre l'attente radieuse de ma mère, l'ignorance volontaire de mon père et le mépris désinvolte de ma sœur, je sentis quelque chose changer en moi. Le coût du « plus simple » devenait bien trop élevé. Pendant les 2 jours suivants, je me suis jeté dans le travail. Je fonctionnais en pilote automatique, reprenant le rôle que je connaissais si bien. J'ai passé des heures au téléphone, utilisant mes contacts dans le secteur pour faire des miracles. J'ai réussi à réserver le traiteur, en amadouant le directeur pour qu'il nous trouve une place en lui promettant une recommandation professionnelle élogieuse. J'ai trouvé un fleuriste qui pouvait se procurer des pivoines, bien qu'à un coût exorbitant, pour lequel j'ai versé un acompte avec ma propre carte de crédit, en supposant que je serais remboursé. J'ai confirmé le quatuor à cordes. J'ai commandé le linge de table, organisé la location des tables et commencé à rédiger un calendrier pour le jour de la fête. Ma famille a vu mon tourbillon d'activités comme la confirmation que tout était sous contrôle. Ils m'ont laissé faire, disparaissant pendant des heures. Ma mère est allée déjeuner avec ses amis, se vantant sans aucun doute de la fête spectaculaire que sa talentueuse fille organisait. Mon père est allé jouer au golf. Megan passait ses journées dans un cycle d'entraînement à la salle de sport, de courses de smoothies et de longues séances photos dans le jardin. J'étais effectivement seul, campé à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable, le classeur et une montagne croissante de paperasse. Je me nourrissais de café et de toast, trop occupé pour me préparer un vrai repas. Chaque fois que je demandais un petit peu d'aide, Megan, pourrais-tu juste appeler la société de location et confirmer l'heure de livraison? J'étais accueilli par un soupir et une excuse. Oh, je ne peux pas. J'ai une date limite pour un poste sponsorisé. C'est super important. Ces dates limites étaient toujours plus importantes que les miennes. Le point de rupture est arrivé le jeudi soir, 3 jours avant la fête. Je travaillais depuis 12 heures d'affilée, mes yeux brûlants à force de fixer l'écran. Mon cou me faisait mal et une céphalée de tension commençait à pulser derrière mes tempes. J'ai décidé de faire une pause et de prendre un verre d'eau. En me dirigeant vers la cuisine, j'ai entendu ma mère et Megan parler, leur voix basse et conspiratrice. Je me suis arrêté dans le couloir, juste hors de vue. Et puis Carole a demandé combien tout cela coûtait, disait ma mère. J'ai été très vague, bien sûr. J'ai juste dit que quand on a une fille aussi talentueuse qu'Evelyne, on n'a pas à s'inquiéter de ce genre de choses. Megan a ri. C'était le même rire léger et cristallin que l'autre jour, mais cette fois, il était teinté de quelque chose d'aigu et de moqueur. Sérieusement, la main-d'œuvre gratuite se pointe toujours. C'est comme son super pouvoir. Mon souffle se coupa dans ma poitrine. C'était comme un coup physique. Main-d'œuvre gratuite. C'est tout ce que j'étais pour elle. Pas une fille, pas une sœur. Une ressource, un super pouvoir à exploiter. Eh bien, ça nous fait économiser une fortune, continua Louise, sa voix pratique. Tu imagines ce qu'un vrai organisateur facturerait pour ça? Ce serait des dizaines de milliers. Evelyne le fait juste par amour.
Je pouvais entendre la satisfaction suffisante dans son ton. Elle n'acceptait pas seulement mon aide, elle était fière de sa capacité à l'obtenir gratuitement. Elle voyait cela comme un témoignage de sa ruse. C'est une bonne chose aussi, ajouta Megan, parce que la robe sur mesure que j'ai commandée pour la fête a coûté une fortune absolue. Comme ça, tu peux te permettre de gâter un peu ton autre fille. Oh, tais-toi, dit ma mère, bien qu'elle ait l'air satisfaite. Tu mérites d'être belle. Tu vas prendre tellement de photos. C'est important pour ta marque. Evelyne ne se soucie pas de ces choses. Elle est heureuse en arrière-plan. Les mots flottaient dans l'air, chacun une fléchette parfaitement ciblée. Heureuse en arrière-plan. Elles avaient construit tout un récit pour moi, une personnalité qui convenait à leurs besoins. J'étais la bête de somme silencieuse et sans prétention qui trouvait son épanouissement dans leur bonheur. Il ne leur était jamais venu à l'esprit de simplement me demander ce que je voulais ou ce que je ressentais. Elles avaient décidé pour moi. Elles avaient décidé que j'étais heureuse d'être leur servante. Je suis resté figé dans le couloir, le carrelage froid s'infiltrant à travers mes chaussettes. Chaque faveur que j'avais jamais faite, chaque sacrifice que j'avais jamais consenti défilait dans mon esprit. Je les voyais non pas comme des actes d'amour, mais comme des transactions dans lesquelles j'étais la seule à donner. Les factures impayées pour une vie de service s'accumulaient dans ma tête, formant une montagne de ressentiments si vaste qu'elle menaçait de m'étouffer. L'amour que je pensais donner avait été reçu comme une simple commodité. Les compétences que j'avais si durement développées n'étaient pas un cadeau, mais un droit. Elles n'étaient pas fières de moi. Elles étaient fières de la bonne affaire qu'elles obtenaient. Lentement, prudemment, je me suis éloigné de l'entrée de la cuisine. Je me suis retiré dans la salle à manger, mon cœur battant un rythme malade et lourd contre mes côtes. Je me suis affalé sur la chaise et j'ai fixé l'écran de mon ordinateur portable, les feuilles de calcul et les emails de confirmation qui représentaient des heures de ma vie. Quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé, il s'est vaporisé. La fille adorable, la sœur serviable, la fille qui voulait juste que tout le monde soit heureux, elle avait disparu. À sa place, il y avait un calme froid et tranquille. Le mal de tête que j'avais eu avait disparu, remplacé par une clarté cristalline. Pendant des années, j'avais essayé de gagner leur amour et leur respect par des actes de service. Je pensais que si j'étais assez utile, assez efficace, assez serviable, assez parfaite, ils finiraient par me voir. Mais j'ai réalisé à ce moment-là qu'ils m'avaient vu depuis le début. Ils voyaient exactement ce que j'étais, un outil. Et ils n'avaient aucune intention de me traiter jamais comme autre chose. Le contrat tacite avait été clair pour eux dès le départ. J'étais la seule à avoir mal compris les termes. Je pensais que c'était un contrat d'amour familial. Ils savaient que c'était un contrat de servitude non rémunérée. Et la pénalité pour le rompre, je le savais, serait leur colère et leur indignation. Pour la première fois de ma vie, j'ai découvert que je m'en fichais. La peur de leur désapprobation avait soudainement disparu, consumée par le feu froid de leurs paroles. Ils m'avaient finalement fait un cadeau auquel je ne m'attendais pas, la vérité. Et la vérité, je commençais à le réaliser, m'avait libéré. Je suis resté assise à la table de la salle à manger pendant un long moment, la maison silencieuse autour de moi à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. La conversation surprise rejouait dans mon esprit, chaque mot aiguisant les contours de ma nouvelle résolution. La main-d'œuvre gratuite se pointe toujours. Les mots de Megan étaient une marque au fer rouge qui effaçait des décennies d'illusions. Je n'avais pas fait un cadeau. J'avais permis un vol. Un vol de mon temps, de mon talent et de mon amour-propre. La décision, quand elle est venue, n'est pas née de la rage. C'était une conclusion froide, calme et logique. J'étais une organisatrice d'événements, une professionnelle, et quand un client rompt un contrat, vous mettez fin au service. Ma famille avait rompu le contrat fondamental de l'amour et du respect. Les services allaient maintenant être terminés. Avec un sang-froid qui m'a surprise, j'ai rapproché mon ordinateur portable. L'écran brillait dans la lumière déclinante du soir, illuminant les dizaines d'onglets ouverts liés à la fête d'anniversaire. Mon travail était impeccable. Chaque détail était confirmé. Chaque prestataire était sécurisé. Les fondations d'un événement parfait étaient posées. Et moi, l'architecte, j'étais sur le point de les démolir. J'ai commencé par le traiteur. J'ai ouvert l'email de confirmation et j'ai trouvé la clause d'annulation.
Comme j'avais utilisé mon compte professionnel et ma relation de longue date avec l'entreprise, j'avais négocié un contrat flexible. Les annulations faites plus de 48 heures à l'avance ne perdaient que l'acompte. Un acompte que j'avais payé. J'ai cliqué sur le lien d'annulation dans l'email. Une petite boîte est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler cette réservation? Mon curseur n'a survolé le bouton « Oui » qu'une seconde. Clic. Un message de confirmation est apparu. Votre réservation a été annulée avec succès. Un étrange sentiment de puissance m'a envahi. C'était si simple. Des années de frustration et de ressentiment accumulés, et la solution était un simple clic silencieux. Ensuite, le fleuriste. C'était plus personnel. J'avais demandé une faveur majeure pour obtenir les pivoines hors saison. J'ai ouvert un nouvel email. Mes doigts ont volé sur le clavier, tapant un message poli et professionnel. Chère Anna, ai-je écrit, en raison de circonstances imprévues avec le client, nous devrons annuler la commande de fleurs pour l'événement anniversaire de Louise et Gary. Veuillez accepter mes plus profondes excuses pour ce court préavis. J'ai, bien sûr, perdu l'acompte et je vous enverrai des frais d'annulation pour vous dédommager de votre temps et du coût des fleurs achetées. J'apprécie notre relation professionnelle et j'espère que cela ne causera pas de désagrément. J'ai joint un paiement de mon compte professionnel, une pénalité que j'étais plus que disposé à payer pour ma liberté. Clic. L'email était parti. Un par un, j'ai démantelé la fête. Le quatuor à cordes a été annulé via leur portail en ligne. Clic. La location de linge de table a été annulée. Clic. La pâtisserie spécialisée qui confectionnait un gâteau à 3 étages au citron et à la fleur de sureau a reçu un appel téléphonique poli et désolé d'un numéro masqué, dans lequel je prétendais être une assistante débordée appelant au nom de la famille. Le chapiteau, les tables et chaises supplémentaires, le sommelier que j'avais réservé pour la dégustation de vin, tout a disparu dans l'éther numérique. Clic, clic, clic. Chaque action ressemblait à la rupture d'une chaîne qui m'avait enroulé depuis ma naissance. J'étais méthodique, efficace et complètement détaché. C'était comme si je gérais une crise pour un client, pas comme si je faisais exploser une bombe au milieu de ma propre famille. Je n'ai laissé aucune trace. Toutes les annulations ont été faites via mes comptes ou des appels téléphoniques intraçables. Les noms de mes parents ne figuraient sur aucune des réservations originales. J'avais tout géré pour les protéger du stress de la logistique. Maintenant, ce même tampon me protégerait d'une découverte immédiate. Ils n'avaient aucune idée de qui étaient les prestataires ni comment les contacter. Ils avaient le classeur, mais le classeur me désignait comme point de contact pour tout. Lorsque la dernière annulation a été confirmée, j'ai fermé mon ordinateur portable. La salle à manger était sombre maintenant. J'ai regardé le classeur, sa couverture blanche brillant faiblement. Ce n'était plus qu'un livre de fiction maintenant, une description détaillée d'une fête qui n'aurait jamais lieu. Puis je suis monté dans ma chambre d'enfant. La pièce était conservée telle qu'elle était quand je suis parti pour l'université, un musée de la fille que j'étais. Je ne me suis pas attardé. J'ai ouvert ma valise et j'ai commencé à faire mes bagages, mes mouvements rapides et silencieux. J'ai plié mes vêtements soigneusement, j'ai placé mes articles de toilette dans leur trousse et j'ai tout refermé. J'ai jeté un dernier regard autour de moi, non pas avec nostalgie, mais avec l'œil impartial d'une étrangère. Ce n'était plus ma maison. C'était juste une maison. Avant de partir, j'ai écrit une note. J'ai trouvé un morceau de papier à lettres unies sur le bureau et j'ai écrit 4 phrases simples. Un imprévu inévitable est survenu avec mon événement de gala et je dois rentrer immédiatement. Je suis vraiment désolé pour le timing. J'espère que la fête sera merveilleuse. Bise, Evelyne. Le « bise » sonnait comme un mensonge, mais c'était un camouflage nécessaire. Je ne voulais pas de confrontation. Je ne voulais pas d'une dispute dramatique et pleine de larmes. Je voulais une sortie propre et silencieuse. Le vrai message serait délivré samedi, non pas par moi, mais par le silence caverneux d'un jardin vide. J'ai placé la note sur le classeur sur la table de la salle à manger. C'était l'endroit parfait. Cela garantissait que ma mère la trouverait, mais seulement quand elle irait vérifier mes tâches. Avec ma valise à la main, j'ai descendu les escaliers à pas de loup. La télévision était éteinte. Les lumières étaient basses. Mes parents et ma sœur étaient probablement dans leur chambre, certains que je travaillais d'arrache-pied pour eux.
Je me suis glissé par la porte de côté, le clic de la serrure assourdissant dans le silence de la nuit. L'air frais de la nuit était incroyable sur ma peau. En m'éloignant de la maison en voiture, je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. J'ai juste continué à conduire, en direction de l'autoroute. À chaque kilomètre que je mettais entre moi et cette maison, le poids sur mes épaules semblait s'alléger. Je ne fuyais pas. Je conduisais vers ma propre vie. Le bourdonnement silencieux du moteur de ma voiture était le son de mon émancipation. L'héritage des exigences avait été brisé, non pas par un cri, mais par le clic silencieux et dévastateur d'un bouton. J'ai passé le vendredi, la veille de la fête, dans un état de calme suspendu. J'ai conduit les 5 heures pour retourner dans ma ville, j'ai pris une chambre dans un hôtel de luxe que je ne pouvais pas vraiment me permettre, et j'ai éteint mon téléphone. J'ai commandé le service en chambre, j'ai pris un long bain et j'ai dormi 10 heures d'affilée. C'était comme si mon corps se remettait d'une longue maladie. Pour la première fois depuis des années, je n'étais responsable du bonheur de personne d'autre que du mien. Le silence était glorieux. Pendant ce temps, à 300 miles de là, la tempête se préparait. Je n'ai connu la séquence exacte des événements que bien plus tard, lorsque ma tante Margaret, la sœur éloignée mais toujours observatrice de ma mère, a tout reconstitué pour moi. Le dénouement a commencé, comme Margaret l'a raconté, vers midi le vendredi. Ma mère, Louise, est descendue, s'attendant à me voir penché sur mon ordinateur portable. Au lieu de cela, elle a trouvé la salle à manger vide, à l'exception du classeur et de ma note soigneusement rédigée. L'agacement, pas la panique, a été sa première réaction. Honnêtement, s'est-elle plainte à mon père, Gary. On pourrait penser qu'Evelyn saurait qu'il ne faut pas s'enfuir comme ça à la dernière minute. Son éthique de travail est généralement si bonne. Elle supposait que j'étais simplement retourné en ville pour quelques heures afin de gérer une crise mineure avec mon gala. Elle était convaincue que je serais de retour le matin, prête à organiser sa fête parfaite. Elle a passé l'après-midi à se faire une manucure et à appeler ses amis pour leur rappeler de porter une tenue, chic de jardin. La première secousse a eu lieu vers 15 heures. Un homme de la société de location a appelé sur le fixe de la maison. Ma mère a répondu, s'attendant à un appel de confirmation. « Bonjour, Madame Thompson », a dit l'homme. « Ceci est juste un appel de courtoisie pour confirmer que votre annulation pour la livraison de demain d'un chapiteau, de 15 tables rondes et de 100 chaises Chiavari a bien été traitée. Votre compte a été crédité, moins la compte. » Ma mère a ri, un son cassant. « Oh, il doit y avoir une erreur. Nous n'avons rien annulé. Nous avons besoin de ces choses pour notre fête demain. »« Je suis désolé, madame », a dit l'homme poliment. Mais l'annulation a été soumise en ligne hier soir par le titulaire du compte, Evelyn Thompson. Tout a été confirmé. Ma mère a raccroché le téléphone, une pointe d'inquiétude perçant enfin sa confiance sereine. Elle a appelé mon portable. Directement sur la messagerie vocale. Elle a rappelé. Messagerie vocale. Elle a envoyé un texto. Evelyn, la société de location a appelé à propos d'une annulation. Appelle-moi immédiatement. Ce n'est pas drôle. Elle a essayé de l'ignorer comme un malentendu. Elle a tourné son attention vers Megan, qui était dans le salon en train d'essayer de prendre le selfie parfait dans la lumière de l'après-midi. Megan, ma chérie, as-tu eu des nouvelles de ta sœur? Non, a dit Megan, pinçant les lèvres devant l'écran de son téléphone. Pourquoi? La société de location semble penser qu'elle a annulé le chapiteau. C'est absurde. 1 heure plus tard, la deuxième secousse a eu lieu. La fleuriste, Anna, une professionnelle que je respectais profondément, a décidé d'appeler ma mère directement par courtoisie, juste pour s'assurer qu'il n'y avait pas de malentendu. Elle avait le numéro de mes parents depuis la demande initiale que j'avais faite en leur nom. Madame Thompson, dit-elle, sa voix pleine de sympathie professionnelle. J'ai été si désolé d'apprendre que vous deviez annuler les arrangements pour votre fête d'anniversaire. Je sais à quel point vous vouliez ces pivoines. J'espère que tout va bien. Cette fois, une véritable panique a commencé à s'installer. La voix de ma mère était sèche. Nous n'avons pas annulé. Qui vous a dit que nous avions annulé? Evelyn m'a envoyé un email hier soir, a répondu Anna doucement. Elle était très désolée et a dit qu'il y avait des circonstances imprévues. Elle a même payé des frais d'annulation. Après cet appel, le barrage a cédé. Ma mère,
maintenant frénétique, a attrapé le classeur. Elle a commencé à essayer d'appeler les prestataires listés à l'intérieur, mais son nom ne leur disait rien. Tous les contrats, tous les arrangements étaient à mon nom et à celui de mon entreprise. Il ne lui donnait aucune information, invoquant la confidentialité du client. Le quatuor à cordes, la pâtisserie, le traiteur et des murs de pierre, chacun d'eux. Elle était l'hôte d'une fête pour 100 personnes dans moins de 24 heures. Et elle n'avait ni chapiteau, ni table, ni chaise, ni fleurs, ni gâteau, ni nourriture. La maison a sombré dans le chaos. Louise arpentait le sol, sa voix montant en hystérie. Gary, sorti de son déni confortable, a essayé d'être utile. Eh bien, appelons simplement un autre traiteur, a-t-il suggéré, comme si réserver un repas 5 services pour 100 personnes pouvait se faire un vendredi soir avec un simple appel téléphonique. Ils ont appelé tous les restaurants et traiteurs haut de gamme dans un rayon de 50 miles. On s'est moqué d'eux. On leur a dit que c'était impossible. Leur désespoir grandissait à chaque rejet. Meghan était, de l'avis de tous, complètement inutile. Sa réaction initiale a été l'incrédulité, qui s'est rapidement transformée en crise de colère. « Qu'est-ce que je vais dire à mes abonnés ?» a-t-elle gémi, des larmes coulant sur son visage. Je leur avais promis une story en direct de la plus belle fête de tous les temps. Evelyn a ruiné mes chiffres d'engagement. Son égocentrisme était si profond qu'il ne lui est même pas venu à l'esprit d'aider à trouver une solution. Elle ne voyait le problème qu'à travers le prisme de sa propre marque personnelle. La rage et la panique de ma mère ont finalement fusionné et ont trouvé leur cible, moi. Elle a laissé une série de messages vocaux de plus en plus incohérents sur mon téléphone. Ils ont commencé par une inquiétude feinte. « Evelyn, ma chérie, nous sommes inquiets. S'il te plaît, appelle. » Ont escaladé vers la colère. « C'est la chose la plus égoïste et irresponsable que tu aies jamais faite. Tu ruines notre anniversaire. » Et ont finalement dégénéré en menaces bredouillées. « Tu le regretteras, Evelyn. Tu as embarrassé cette famille pour la dernière fois. » Le vendredi soir, la réalité de la situation s'était abattue sur eux. Leur fête parfaite et élégante était un fantôme. Ils avaient 100 invités arrivant le lendemain dans un jardin vide. Le grand dénouement était complet. La production était annulée. La scène était nue. Et la metteuse en scène était en pleine dépression nerveuse, et la star du spectacle pleurait à cause de son fil Instagram. Le samedi matin s'est levé, clair et lumineux, une journée parfaite pour une fête dans le jardin. Chez mes parents, c'était l'aube de leur humiliation publique. Moi, bien sûr, j'étais toujours dans l'ignorance bienheureuse dans ma chambre d'hôtel, mon téléphone toujours éteint. Mon propre gala avait lieu ce soir-là et je passais la matinée à me préparer mentalement, profitant de la nouvelle sensation de me concentrer uniquement sur mes propres responsabilités professionnelles. Le tableau complet de l'horreur de la matinée m'a été brossé plus tard par ma tante Margaret. Ayant été convoquée par un appel téléphonique hystérique de Louise la veille, elle était venue tôt, plus par curiosité morbide que par devoir familial. Elle est arrivée à 9 h du matin sur une scène de chaos total. Le jardin, qui aurait dû être animé par des vendeurs installant un chapiteau et arrangeant des fleurs, était tragiquement vide. À l'intérieur de la maison, ma mère était en robe de chambre, ses cheveux non coiffés, son visage pâle de manque de sommeil et de fureur. Elle était au téléphone, essayant d'intimider le gérant d'une épicerie locale pour qu'il lui livre une montagne de plateaux de charcuterie, mais c'était un week-end de vacances, il manquait de personnel et était débordé. Il lui disait poliment que c'était impossible. Mon père, Gary, s'était retiré dans un état de choc catatonique. Il était assis à la table de la cuisine, fixant d'un air absent la section des sports du journal, prétendant que rien de tout cela n'arrivait. C'était son mode par défaut en cas de crise, l'évitement total. Meghan était affalée sur un canapé, toujours en pyjama, sanglotant par intermittence et faisant défiler les commentaires de sa dernière publication sur les réseaux sociaux. « Tout le monde me demande des photos de la fête », reniflait-elle à tante Margaret. « Qu'est-ce que je vais poster ? Une photo du désastre de traiteur de maman ?» Margaret, une femme avec peu de patience pour les drames fabriqués, examina la scène avec une expression ironique. « Eh bien, Louise, dit-elle calmement. Il semble que tu aies un problème. » Un problème, hurla ma mère en raccrochant le téléphone. C'est une catastrophe. Evelyn nous a sabotés. Elle nous a fait ça par méchanceté. Vraiment, demanda Margaret en haussant un sourcil.
Ou peut-être l'as-tu poussé un peu trop loin cette fois-ci? Ceci, bien sûr, fut accueilli par une nouvelle vague d'indignation. Ma mère se lança dans une tirade sur mon égoïsme, ma cruauté, ma trahison inexplicable. Dans sa version des événements, elle était la victime innocente d'une attaque malveillante et non provoquée. À 11 heures, mon père se décida enfin à agir. Sa solution fut de se rendre dans un magasin d'entrepôt et de remplir une voiture de chaises pliantes, de tables en plastique et de plusieurs sacs de chips de taille industrielle. Il revint 1 heure plus tard, l'air vaincu, et commença à installer les chaises fragiles en rangées inégales sur la pelouse immaculée. Les premiers invités devaient arriver à 16 heures. À mesure que l'heure approchait, un plan sombre et désespéré fut élaboré. Il dirait à tout le monde qu'il y avait eu un désastre de dernière minute avec le traiteur. Megan fut chargée de courir à une boulangerie pour acheter tous les cupcakes qu'il leur restait. Louise et Margaret étaient dans la cuisine, essayant frénétiquement d'arranger des craquelins et du fromage sur des plateaux. À 16 heures précises, des voitures commencèrent à arriver dans l'allée. Des invités en robe de soie et en costume de lin repassaient en sortirent, le visage plein d'une joyeuse anticipation. Ils firent le tour du jardin et s'arrêtèrent net. Devant eux ne se trouvait pas l'élégante réception promise, mais une scène ressemblant à une vente de gâteaux communautaires peu fréquentée. Quelques tables en plastique s'affaissaient sous le poids de bols de chips et de cupcakes achetés en magasin. Mon père essayait de faire fonctionner une playlist sur une petite enceinte portable. Ma mère se tenait au milieu de tout cela, son visage un masque figé de sourire d'hôtesse, ses yeux remplis de pure panique. La confusion parmi les invités était palpable. Ils déambulaient maladroitement, se chuchotant les uns aux autres. Je pensais que c'était un événement avec traiteur. Où sont les décorations? Est-ce que tout va bien? Ma mère Louise et ma sœur Megan essayèrent de faire bonne figure, voltigeant entre les invités avec des plaisanteries forcées et des excuses vagues sur un terrible contretemps de prestataires. Mais l'ampleur de l'échec était trop vaste pour être cachée. Il était évident que ce n'était pas un léger pépin. C'était un effondrement complet. Puis, à 16h30, vint le coup de maître. C'était la seule partie de mon plan que j'avais programmée à l'avance. Alors que le jardin atteignait son occupation maximale d'invités confus, affamés et mal à l'aise, une notification retentit, puis une autre, et une autre. Un bourdonnement synchronisé parcourut les acteurs les plus importants sur la pelouse. Le téléphone de ma mère vibra dans sa main. Le téléphone de mon père vibra dans sa poche. Le téléphone de ma sœur, qu'elle serrait comme une bouée de sauvetage, vibra également. J'avais envoyé un seul message à un groupe que j'avais créé et qui ne contenait que leurs 3 numéros. Le message ne contenait pas de mots de colère, pas de récrimination. C'était juste un lien vers un document méticuleusement préparé, un unique fichier PDF. La curiosité l'emportant sur leur panique, ils l'ouvrirent tous. Ce qu'ils virent était une facture détaillée. Elle était rédigée sur mon papier à en-tête professionnel. Les postes étaient clairs et précis. Gestion de projet et coordination, 16e anniversaire de Megan, 40 heures à $150 par heure. Logistique et exécution d'événements, retraite de Gary, 35 heures à $150 par heure. Planification des fêtes et gestion de la restauration, Noël, 10 ans, 200 heures à $150 par heure. Consultation et approvisionnement des prestataires, 40e anniversaire, 25 heures à $250 par heure, tarif d'urgence. La liste continuait, une comptabilité détaillée d'une décennie de ma vie. Chaque événement, chaque fête, chaque jour férié était listé avec une estimation prudente de mes heures et mon tarif professionnel standard appliqué. Au bas de la dernière page se trouvait le total général, un nombre bien à 6 chiffres. Et sous le total, j'avais écrit une seule phrase finale. Considérez ceci comme mon cadeau d'anniversaire. Nous sommes désormais quittes. Tante Margaret m'a décrit la scène plus tard. Elle a vu la couleur quitter le visage de ma mère. Elle a vu mon père fixer son téléphone comme s'il l'avait électrocuté. Et elle a vu la mâchoire de Megan tomber, ses yeux écarquillés de compréhension horrifiée. Ils restèrent figés au milieu de leurs invités déconcertés, la vérité de leur situation enfin dévoilée publiquement et de manière humiliante. Le coût de ma main-d'œuvre gratuite leur faisait face, et c'était une dette qu'ils ne pourraient jamais, jamais se permettre de payer. Pendant que ma famille se tenait dans les décombres de sa propre création, j'étais en coulisses au gala de l'hôpital pour enfants. Mon téléphone était éteint, rangé dans mon sac. Mon esprit était clair et concentré. L'énergie d'un événement en direct m'entourait, le bavardage de l'équipe dans leur casque,
les dernières vérifications du son, le parfum de centaines de centres de table floraux. C'était mon élément. C'est là que j'appartenais. Ici, mes compétences étaient valorisées, mon travail était rémunéré, et j'étais traité comme une professionnelle respectée. Le gala fut un succès retentissant. Nous avons récolté un montant record pour l'hôpital. Mes clients étaient ravis. Alors que je regardais la foule heureuse et généreuse, un profond sentiment de paix m'envahit. J'avais passé une si grande partie de ma vie à croire que ma valeur était liée à l'approbation de ma famille. Une approbation que je ne semblais pouvoir obtenir qu'en m'effaçant. Mais à ce moment, entouré par la preuve de ma propre compétence et de mon succès, j'ai réalisé que je n'avais pas du tout besoin de leur approbation. Ma valeur était intrinsèque. Elle était bâtie sur mon propre mérite, mon propre travail acharné. Après l'événement, épuisé mais exalté, je suis finalement retourné dans ma chambre d'hôtel et j'ai rallumé mon téléphone. Il a explosé de notifications. Des dizaines d'appels manqués de ma mère, de mon père et de ma sœur. Une série de messages vocaux et de textos virulents que j'ai supprimés sans les écouter ni les lire. Et puis il y avait un message d'un numéro que je n'avais pas bloqué. Tante Margaret. J'espère que tu passes une meilleure soirée que les gens d'ici, disait le message. Appelle-moi demain si tu en as envie. Je pense que tu voudras entendre ça. Et pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Ces mots furent un baume. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Le lendemain, je l'ai appelée. Elle m'a donné le récit complet et sans phare de l'implosion de la fête. Elle a décrit le silence stupéfait qui a suivi l'arrivée de ma facture, les départs précipités et murmurés des invités qui ne supportaient plus la gêne, et la dispute épique qui a secoué la maison entre mes parents et ma sœur par la suite. Apparemment, une fois les invités partis, tout le blâme qui m'avait été adressé s'est retourné contre eux. Ma mère a reproché à mon père de ne pas m'avoir géré. Mon père a reproché à ma mère d'être si exigeante. Et ils ont tous les deux reproché à Meghan son attitude de princesse et son commentaire blessant sur la « main-d'œuvre gratuite » que Margaret avait été trop heureuse de rapporter que j'avais entendu. La façade de la famille parfaite s'était brisée, et ils se sont retrouvés à se pointer du doigt les uns les autres dans les ruines. Ils ne comprennent tout simplement pas, Evelyne, a dit Margaret, sa voix un mélange de pitié et d'exaspération. Ils ne sont pas désolés de la façon dont ils t'ont traité. Ils sont juste furieux de s'être fait prendre. Louise dit à tout le monde que tu as eu une sorte de dépression nerveuse. J'ai ri. Un vrai rire sincère. Laisse-la dire, dis-je. Ça n'a plus d'importance. Et c'était vrai. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai maintenu une politique stricte de non-contact. J'ai bloqué leurs numéros, leurs comptes sur les réseaux sociaux, et j'ai demandé à mes amis de ne me transmettre aucun message. Le silence était assourdissant au début, l'absence de leurs demandes constantes laissant un vide dans ma vie. Mais j'ai rapidement comblé ce vide avec d'autres choses, mon travail, mes amis, mes passe-temps et ma propre tranquillité d'esprit. Mon entreprise a prospéré sans le fardeau constant des besoins de ma famille. J'avais plus d'énergie et de créativité pour mes clients payants. J'ai accepté de plus gros projets, j'ai engagé une assistante et j'ai finalement commencé à gagner le genre d'argent dont j'avais toujours rêvé. La présence de Meghan sur les réseaux sociaux en a pris un coup. Sans la toile de fond de la perfection soigneusement entretenue de notre famille pour soutenir sa marque de style de vie aspirationnel, son contenu semblait creux. Elle a essayé de transformer le désastre de l'anniversaire en une histoire sur la façon de surmonter l'adversité, mais ses abonnés n'ont pas été dupes. Les commentaires étaient brutaux. Je n'ai jamais reçu de véritables excuses. Environ 6 mois plus tard, une carte est arrivée de ma mère. À l'intérieur, il était écrit « J'espère que tu vas bien. Les fêtes approchent et tu nous manques. » Il n'y avait aucun aveu de culpabilité, aucune reconnaissance de la douleur qu'ils avaient causée. C'était une tentative classique de passer l'éponge, de faire comme si rien ne s'était passé et de me ramener à mon ancien rôle. Je l'ai jeté à la poubelle. Un an jour pour jour après avoir quitté leur maison en voiture, je n'y ai pas pensé comme à l'anniversaire de leur fête ratée. J'y ai pensé comme à mon propre anniversaire, l'anniversaire de mon indépendance. Pour célébrer, j'ai réservé un voyage en Italie, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps ni l'argent. Assise à un petit café à Florence, sirotant un cappuccino et regardant le monde passer, j'ai pensé au contrat tacite. J'ai finalement compris que la famille n'est pas une obligation à endurer, mais une relation à entretenir.
Et les vraies relations sont fondées sur le respect mutuel, pas sur un héritage d'exigences unilatérales. Mes parents et ma sœur n'avaient jamais compris cela. Ils voyaient l'amour comme une dette que je leur devais. J'avais finalement payé cette dette en totalité. Et alors que le soleil italien réchauffait mon visage, je ressentis une légèreté que je n'avais jamais connue auparavant. J'étais libre. Les comptes étaient soldés. Le contrat était annulé. Et pour la première fois de ma vie, le seul événement que j'avais à organiser était mon propre avenir heureux.